Épisode 20. Les objections à la loi universelle. Bon, alors après deux vidéos assez théoriques consacrées à la scientificité problématique de la psychanalyse, eh bien revenons à la pratique, puisque dans ces vidéos j'ai insisté sur le fait que s'il y avait un caractère scientifique à la psychanalyse, c'était dans le fait de revenir toujours à la pratique, pas toujours de spéculation intellectuelle, mais une mise en forme théorique venant de la pratique, essentiellement la pratique du rêve, puisque c'est celle-là la plus riche, à côté de celle des actes manqués et des lapsus et des symptômes, évidemment. Alors, je voudrais commencer, pour revenir au rêve, je vais revenir à un de mes rêves, mais avant, je voudrais commencer par une petite anecdote autour de cette revue Chimère, qui est le dernier article que j'ai écrit dans une revue. Ça date de 2014, je crois. Quelque chose comme ça. « 2015, édition RS. Eh bien, à l'époque, je travaillais dans un petit groupe de psychanalystes où nous étions censés échanger sur notre pratique. Et il y avait dans ce groupe une dame qui appartenait à ce groupe de Chimère, qui est le groupe issu de la mouvance Deleuze et Guattari, c'est-à-dire l'anti-Oedipe. Et comme on travaillait assez amicalement dans ce groupe jusqu'à présent, après ça s'est gâté, elle m'a proposé d'écrire un article pour cette revue qui était en préparation. Alors bon, j'en ai fait un aussitôt. C'était une revue qui devait être consacrée, un numéro de la revue qui devait être consacré au rêve. Et ben donc j'ai écrit un truc sur un rêve que j'avais fait et j'en faisais l'analyse. Et puis voilà. Ça me paraissait la chose au monde la plus simple et la plus évidente. Article refusé. Pour quelle raison? Ah ben, on ne parle pas de ses propres rêves, voyons. Ah bon? Bon, ben, j'entends là, chez les anti-oedipiens, le même son de cloche que j'avais entendu chez les oedipiens, hein, malgré Freud, malgré la trame d'Oitung, où Freud parle de ses propres rêves, il est devenu une sorte de règle implicite dans tout le champ analytique. On ne parle pas de ses propres rêves, au point de se voir refuser un article lorsqu'on en parle. Alors, la personne en question m'a demandé si j'avais pas autre chose. Bon, je pouvais le fourguer autre chose. Pourquoi pas, hein? Je venais de finir l'écriture de mon livre À bord du réel. Je lui ai fourgué un chapitre parce que je voyais pas ce que je pouvais écrire d'autre. J'avais un chapitre assez théorique intitulé « Réel de la physique ou réel de la psychanalyse » qui me semblait nécessaire de faire le point là-dessus. Bon, je vais fourguer ce chapitre de mon livre en guise d'article. Accepté, aucun problème. À partir du moment où c'est de la grande théorie, no problemo. Sauf que l'article a été quand même caviardé. Bon, pratiquement toutes les citations de Lacan que j'y faisais avaient été effacées. On m'a demandé quand même mon avis si j'étais d'accord pour une publication dans cet état-là, caviardé. J'ai dit oui. Hein. Vous voyez quand même la cascade de censure qui fonctionne dans une revue de psychanalyse. Je vous ai déjà parlé des censures dont j'ai fait l'objet dans des revues d'école
dont j'avais fait partie auparavant. Et là, chez les anti-oedipiens, bon, bah, c'est la même chose. Mais alors, il y a encore plus marrant. C'est lors de la parution de la revue, il y a une grande réunion qui a été faite avec tous les auteurs qui avaient écrit dans ce numéro de la revue. À ce moment-là, ben, j'ai posé les pieds dans le plat, puisque j'étais accueilli là aimablement, hein, et qu'on demandait à tout le monde de donner son avis, d'engager le débat, etc. J'ai posé la question, écoutez, moi, de tout ce que je vois dans les rêves, quand même, ce qu'il y a au fondement, c'est Oedipe castration. Qu'en pensez-vous? Avez-vous le même ressenti, la même expérience? Tollé général, hein? Et moi, je n'avais pas pris en compte qu'on était chez les anti-oedipiens, alors leur parler d'Oedipe et de castration, c'était franchement les provoquer. J'avais pas du tout cette intention, moi je pensais pas du tout qu'ils pouvaient être comme ça. Mais c'était le tollé général. Ah non, mais pas du tout, mais jamais de la vie. Hein? Alors, ça c'est intéressant par rapport à ce que je disais de la loi universelle dans les vidéos précédentes. Tiens, voilà des gens qui ne sont pas d'accord du tout. Et alors je disais de cette loi universelle, eh bien, très bien, attitude scientifique, la loi est universelle, on l'admet comme ça, Oedipe castration, jusqu'à preuve du contraire. Tiens, voilà des gens qui affirment le contraire. Ont-ils des arguments, des expériences? Eh bien, écoutez, dans cette revue, il n'y a pas, consacré au rêve, pas un seul rêve analysé par le rêveur. Hein, au mépris de la règle instituée par Freud, mais je reconnais que Freud lui-même ne l'avait pas suivi de manière absolue. N'empêche, moi, ça me paraît une règle absolue. Hein, on confie l'interprétation du rêve au rêveur lui-même, car lui seul dispose de tout le matériel de mémoire, c'est-à-dire le matériel associatif qui est nécessaire à l'interprétation. Et aucun savoir, aussi vaste soit-il, ne peut pallier à ce savoir que le rêveur sait. Donc ont-ils d'autres arguments? Eh bien, après avoir lancé ma bombe à cette réunion des anti-oedipiens, Jean-Claude Pollack, qui est le directeur de la revue, j'ai cru comprendre que c'était le leader de cette mouvance ensuite, m'a envoyé l'exemple suivant. M'a envoyé pendant la réunion. Hein. Il a dit la chose suivante. En 1913, Jung rêve de ceci. Une mer de sang, enfin la Méditerranée se transforme en sang et envahit toute l'Europe, la France, l'Allemagne, l'Autriche, sauf la Suisse. Et Jung interprète son rêve de la façon suivante. C'est mon agressivité à l'égard de mon père, c'est mon envie de tuer mon père. Et Jean-Claude Pollack de dire, mais le pauvre Jung, il se trompe. Hein? Il est évident que ce rêve est une prémonition de la guerre de 14. Les bras m'en sont tombés. Alors voilà des gens qui croient au rêve prémonitoire. Alors que le rêve prémonitoire, c'est ce à quoi on a cru depuis des millénaires. Et c'est ce à quoi Freud a mis un terme en disant « il n'y a pas de rêve prémonitoire ». Et il a bien raison. Personne ne sait de quoi l'avenir est fait. Personne. Le croire, bon, bah, c'est comme croire en Dieu ou croire aux esprits, ou on peut bien croire à tout ce qu'on veut, mais scientifiquement, ce n'est pas raisonnable. L'avenir, il n'est pas encore là, donc on ne peut pas savoir de quoi il va être fait. Même pas en rêve. Le rêve, comme le dit Freud et comme j'en fais l'expérience tous les jours, le rêve parle du passé. Il peut parler éventuellement de l'avenir, mais au sens des désirs que j'aimerais accomplir, qui sont mes désirs actuels, forgés dans le passé, et je peux mettre en scène quelque chose du désir réalisé dans le futur. Mais ce n'est pas un rêve prémonitoire, c'est la mise en scène d'un désir. Hein? En l'occurrence, rêver en 1913 de la guerre de 14, c'est d'autant plus bête
au sens vraiment de la bêtise la plus crasse, que personne en 1913 ne pouvait soupçonner que la guerre de 14 éclaterait, ni surtout quel serait le massacre que ça a été. Car les soldats de tous les pays sont partis la fleur au fusil. Aucun ne pensait que ça serait ce massacre horrible. Personne, tout le monde a été surpris. Alors, qu'est-ce que c'est que cette interprétation d'un rêve? Ouais, ça c'est une chimère. Titre de la... Oui. Mais c'est resté dans les chimères au moment où on cherche à dégager les lois de l'inconscient, les lois de la psyché humaine. C'est ne pas s'atteler à cette matière même de l'inconscient, dont je parlais dans mes vidéos sur la scientificité de la psychanalyse, puisque on ne cesse d'interpréter et de surinterpréter les rêves des autres. Et ça n'a aucun sens, surtout si ça va dans le sens d'une interprétation en termes de rêve prémonitoire. Et Jean-Claude Pollack rajoutait, c'est parce que, alors ça il rentre dans le grand courant Deleuze-Guattari, parce que le grand oublié de la psychanalyse freudienne, c'est la politique. L'inconscient, c'est la politique. Et voilà, la politique c'est ça, c'est la guerre de 14, en 1913. Ben, nom de Dieu, c'est vraiment de la bêtise à ce point-là, parce que c'est plaquer une idéologie, l'idéologie étant la psychanalyse a oublié la politique, donc on va réinjecter de la politique à tout prix dans la moindre interprétation de rêve. Et la dame qui présidait la réunion à ce moment-là m'a aussi beaucoup engueulé en disant que les féministes se sont détournés de la psychanalyse. Du psychanalyse, les féministes, elles font ce qu'elles veulent. C'est pas pour me concilier telle ou telle idéologie, telle ou telle frange de la population que je fais des recherches. Je fais des recherches au laboratoire des rêves, de mes rêves, au laboratoire de l'inconscient. Et c'est comme ça que j'en déduis un certain nombre d'affirmations en forme de loi universelle, de type castration. Si la castration déplaît aux féministes, tant pis. Moi, je suis prêt à en discuter, mais il faut pouvoir argumenter sur des éléments qui viennent effectivement de cette matière de l'inconscient, qui ne soient pas de pure spéculation ou plaquage idéologique. Donc là, je disais dans mes vidéos sur la scientificité de la psychanalyse, je déduis cette affirmation de mon travail sur mes rêves, de ce que j'ai entendu de mes analysants, de l'analyse des mythes, contes et légendes de dizaines de peuples à travers le monde, où on retrouve les mêmes choses, de type castration. Si quelque chose vient contredire cela, alors amenez vos rêves, les vôtres, ceux que vous pouvez interpréter, pas ceux sur lesquels vous plaquez votre idéologie, les rêves des autres. Donc ça, pour moi, l'argumentation ne tient pas. Nous n'avons pas les mêmes critères de ce que serait une méthode scientifique pour la psychanalyse. Alors, j'ai d'autres collègues qui sont pas anti-oedipiens, mais oedipiens, voire même lacaniens, qui pensent que l'interprétation de mes rêves que je fais en dehors d'une psychanalyse, c'est-à-dire du fait que je raconte pas mes rêves à un psychanalyste, ça ne vaut pas. On n'a pas le même critère, en effet, et donc eux aussi, ils ne parlent jamais de leurs propres rêves, et ils disent, ça c'est dans le cabinet de l'analyste que ça se passe. Donc, pour eux, le garant de la vérité, ça serait l'analyste de l'analysant. Mais comme cet analyste n'en parle jamais à l'extérieur, toute matière de l'inconscient
nous est coupé quant à l'investigation. L'investigation se ferait uniquement à deux dans le cabinet de l'analyste, et il n'en sortirait jamais rien. Rien du côté de l'analyste, parce que du point de vue de la déontologie, il n'a pas le droit de raconter ce dont on lui a parlé, et rien du côté de l'analysant, parce que ce n'est que lorsqu'il parle à son analyste que sa parole est vraie, serait vraie. Là aussi, ça me paraît un peu douteux. Hein, je ne vois pas pourquoi la règle fondamentale de la psychanalyse établie par Freud, on confie au rêveur le soin d'analyser son propre rêve, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas aussi en dehors du cabinet de l'analyste. Surtout pour quelqu'un qui a pris l'habitude dans le cabinet de l'analyste, comme moi, pendant 21 ans, d'analyser ses rêves. Ensuite, il peut le faire tout seul. Et c'est jamais tout seul, puisque je le fais avec vous, le public, hein, ou avec d'autres dans divers groupes de travail. Le garant de la vérité. Je faisais cette différence dans mes vidéos sur la scientificité de la psychanalyse, entre la vérité objective, qui s'attache à l'objet du discours, et la vérité subjective, par laquelle le sujet se fait naître comme sujet. Complètement différent. Eh bien, c'est le sujet qui se fabrique son propre garant de la vérité. C'est comme ça qu'il devient sujet, peut-être à la fin d'une analyse, mais peut-être très longtemps après la fin d'une analyse. C'est mon cas en tout cas. C'est très longtemps après la fin de l'analyse que je me suis enfin senti sujet, parce que je prenais appui sur moi-même, sur ma propre recherche, dont je parle à d'autres. Hein, ce n'est pas solipsiste, c'est toujours dans un rapport avec d'autres. Mais je sais sur quoi je m'appuie sur mon background associatif, sur ma mémoire, parce que je sais qu'il n'y a que dans ma mémoire que sont tous les éléments qui sont nécessaires à l'interprétation. Personne d'autre ne peut prétendre avoir tous les éléments. Un autre peut avoir tous les éléments, mais pour son rêve, pas pour les miens. Voilà, le critère de vérité au niveau de la méthode, là, est très important. Et c'est d'autant plus important, donc, que c'est le sujet qui est en question. Non pas l'objet du rêve, qui peut être ceci, qui peut être cela, selon les interprétations, mais le fait que le sujet y puise une assurance quant à son être de sujet. Alors, pour ceux qui se réfèrent à leurs rêves, il y a aussi ceux qui viennent dire « Ah ben, objection, moi je rêve jamais de DIP ou de castration, je rêve d'un tas de choses, j'ai trouvé tout plein de choses dans mon analyse, mais ça non. Donc votre loi universelle, ça ne marche pas. » Je dis « Ben allez-y, racontez un rêve, que on voit ce qu'il y a à la place, dans le fond de vos rêves. » Oh ben non, jamais je vais raconter un rêve, publiquement. Bon ben voilà, le débat est clos. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Hein, que dirait-on d'un scientifique, d'un physicien, qui viendrait dire j'ai la preuve que la loi de la relativité, ça ne fonctionne pas, ou que le Big Bang, c'était pas ça. Alors on lui dit amenez vos preuves, vos observations. Ah non, non, je donne pas publiquement mes éléments de réflexion. Ça peut pas marcher. Hein, il faut donner, puisqu'on parle de l'inconscient, puisqu'on parle d'une loi universelle régissant l'inconscient, il faut parler de l'inconscient. Et la seule façon de le laisser parler, c'est de laisser parler un sujet. Hein, encore une fois, on ne peut pas parler de l'inconscient de l'autre, comme l'autre ridicule, là, Jean-Claude Pollack, qui parle de l'inconscient de Jung, qui pense mieux savoir en 2014 ce que Jung avait dans son inconscient en 1913. Je ne vous dis pas la prétention de la chose. Bon, alors,
Voilà pour... Michel Onfray fait partie de cette catégorie de gens qui disent l'Oedipe, la castration, ça ne concerne que Freud. Moi, ça ne me concerne pas, dit-il avec une grande naïveté. Je n'ai jamais désiré sexuellement ma mère. Et oui, Coco, mais t'as exploré l'inconscient? Il nous donne, lui, aucune analyse de rêve, aucun élément qui nous permette de penser qu'il a exploré l'inconscient. Il a exploré l'œuvre de Freud, mais il n'a pas exploré l'inconscient. Donc, il ne peut rien affirmer quant à ce qu'est l'inconscient. Il peut affirmer quelque chose s'il veut sur l'œuvre de Freud, ça lui plaît pas. Tout le monde a le droit d'avoir une opinion, il l'étayait par divers arguments, mais sur l'inconscient, il n'y a pas d'argument. Alors, je sais, beaucoup de gens sont réticents à parler de leurs rêves. Pour quelle raison? Je l'ignore. J'ai une hypothèse, mais je ne vais pas me mettre à parler de l'inconscient des autres. Je peux avoir une hypothèse par rapport à la fameuse loi universelle que je défends, Oedipe castration. On a tous une réticence à parler de nos rêves, parce que dans le fond de nos rêves, il y a justement l'Oedipe, la castration, c'est-à-dire le sentiment de culpabilité lié à l'inceste. Ça, c'est un truc terrible, c'est un truc affreux. Et même si on a le sentiment de n'avoir pas découvert quelque chose de l'Oedipe ou de la castration dans ses rêves, eh bien le sentiment de culpabilité en affleure, et qui fait que je vais tout de même pas vous donner des éléments pour penser que j'ai des pensées incestueuses. Bon, ben moi je vais vous donner des éléments pour vous laisser penser que j'ai des pensées incestueuses. Là, je cherche juste d'une sieste, et j'ai fait un rêve qui tient en une image. Mon ex-copine tient une perceuse à la main. Et je me suis réveillé. Je me suis réveillé pourquoi? Parce qu'il y avait le bruit d'une perceuse. Ça, c'est l'inconvénient de dormir dans la journée. Quand il y a des travaux, il y a des travaux. Bon. Alors pourquoi je rêve de mon ex-copine avec une perceuse? Certains diront, ben voilà, c'est la preuve que dans le rêve, il n'y a que des éléments de l'actuel. Votre rêve a pris un élément de l'actuel, la perceuse, et voilà, il en a fait une image. Bon, mais ça rentre dans l'hypothèse de Freud, le rêve gardien du sommeil. En effet, en rêvant de quelqu'un avec une perceuse, je me garde quelques secondes de plus de sommeil, où je fais de la réalité un élément de mon rêve, de sorte que je ne me réveille pas. C'est le désir de dormir qui est mis sur le devant de la scène là. Mais c'est pas seulement ça. Pourquoi c'est mon ex-copine qui tient la perceuse? Pourquoi c'est pas un ouvrier? Parce que derrière l'ex-copine, association d'idées, il y a ma mère en train de me donner des lavements. Et ça, ce n'est pas une hypothèse, c'est dans ma mémoire, parce qu'elle m'a donné ces lavements jusqu'à assez tard, je sais pas moi, 6-7 ans, des moments où je me souvenais. Donc je me souviens, je sais qu'elle m'a donné des lavements, et je sais que là derrière, il y a une pratique incestueuse. Pourquoi ça serait incestueux? Pourquoi y aurait-il du sexuel là-dedans? Parce qu'elle me rentre un truc dans le cul, quand même. Et puis même si c'est donné pour mon bien, pour des raisons éventuellement constipatoires, on ne sait rien, c'est les raisons de ma mère, dans mon rêve, ça devient mon ex-copine, c'est-à-dire une partenaire sexuelle. Voilà où se fait le lien. Mon ex-copine ne m'a jamais enculé, ni avec une perceuse, ni avec un godemiché, mais c'est dans le fantasme. C'est dans le fantasme de ma mère qui me donne des lavements. Et qui, sans le savoir elle-même, pratiquait là, je ne sais quelle revanche contre les mecs, où grâce à la poire à lavement, elle avait un phallus,
et elle me mettait dans une position féminine. C'est mon interprétation, et je la partage avec moi-même. Donc il y a des pensées incestueuses liées à un souvenir. Par contre, dans le rêve que j'ai raconté il y a quelque temps sur Facebook, le rêve est le suivant, je suis garé, ma voiture est garée dans un chemin enneigé, et derrière, dans le chemin, il y a 2 autres voitures. Je vois que l'une des voitures cherche à se dégager pour s'en aller. Donc il faut que je me dégage aussi pour lui laisser la place. Et donc je m'installe au volant, et oups, je fais une fausse manœuvre, au lieu de mettre en marche avant, je mets en marche arrière. Et donc j'emboutis les 2 voitures. Je suis paniqué, culpabilisé, c'est de ma faute, je descends tout de suite de voiture et je dis à la personne, mais dites-moi, faites une évaluation des dégâts, je vous paie tout de suite, je vous fais un chèque, tout ce que vous voulez, tellement je préfère payer que de garder mon sentiment de culpabilité. Vous voyez à quel point ça peut être énorme. Et là, c'est aussi lié à ce sentiment, lié à la perceuse, ma copine, ma mère. Puisqu'il s'agit des voitures qui s'enculent les unes les autres, là. Pourquoi il y en a 2? Parce que j'ai eu 2 frères, et parce que depuis un certain nombre d'années, depuis l'âge de 58-59 ans, j'ai commencé à entendre dans mes rêves qu'il y avait cette problématique, que mes frères avaient peut-être abusé de moi quand j'étais tout petit. Je dis peut-être, parce que je n'ai aucune certitude. J'ai la certitude pour les lavements venant de ma mère, je n'ai pas de certitude quant à cet inceste relatif à mes frères. Alors, dans le rêve, pour continuer le récit du rêve, le gars me dit bon ben là, grosso modo, le pare-choc, tout ça, ça fait 2700 €. Et en plus, il y a le pare-choc, non, mon appareil photo qui était inclus dans le pare-choc. Et donc, il faut que j'évalue encore le prix de l'appareil photo. Bon, l'appareil photo inclus dans le pare-choc, ça n'existe pas. Donc, c'est un élément de fantasme. Donc, qu'est-ce que c'est? Je sais très bien, par avoir analysé des centaines de rêves, des milliers, qu'un appareil photo, c'est un appareil, d'une part, qui garde des images en mémoire, donc c'est la mémoire. C'est l'appareil psychique, en tant qu'il garde des images en mémoire. Et c'est le phallus, puisque c'est ce qui là se tient devant, sur le pare-choc. C'est moi qui ai embouti, mais c'est donc l'appareil photo qui m'est rentré dedans, du coup. J'ai essayé de me donner une vengeance, de me rattraper de ma passivité dans cette supposée agression sexuelle, en étant actif, même si c'est sous la forme d'un acte manqué. Oups, je me trompais dans le levier de vitesse. C'est une sorte de revanche que je prends, dans lequel je détruis le phallus de l'autre. Castration. Alors que c'est le mien qui a été détruit dans l'histoire, dont je pense. J'ai été mis là aussi dans une position féminine. Et oui, mais en tant qu'appareil de mémoire, appareil conservant des images, eh bien il a été cassé, lui aussi. Donc là, je n'ai pas d'image en mémoire, si ce n'est celle que mon rêve met en scène. Donc là, doute, y a-t-il eu réalisation, ou est-ce seulement fantasme? C'est-à-dire simplement pensée incestueuse de ma part. Eh bien, on peut être sûr de l'autre côté, c'est-à-dire pensée incestueuse de ma part, sans aucun doute. Maintenant qu'il y a eu une réalisation de la part de mes frères, je n'en sais rien du tout. Il y a eu réalisation d'une manière métaphorique de la part de ma mère. C'est pour ça que les deux s'entrechoquent dans la mémoire. Bon. Vous savez que Freud s'est posé la question à un moment et s'est aperçu que tout le monde lui racontait finalement des histoires incestueuses. Tout le monde avait été abusé par le père, la mère, la bonne, la tante, le grand-père, etc. Je peux en dire autant de la part de mes analysants. Ils tombent tous à un moment ou à un autre là-dessus.
Alors Freud s'est dit, lui, c'est pas possible que ça soit aussi universel, que tout le monde ait été abusé dans l'enfance. Ça doit être un fantasme. Et du coup, des milliers d'analystes sont partis sur cette idée-là, et quand des analysants leur racontent un inceste, un abus qu'ils ont subi, ils répondent « Allons, c'est des fantasmes ». Je le sais parce que j'ai des gens qui sont sur mon divan, qui sont venus me raconter des trucs comme ça, qu'ils avaient déjà raconté à un analyste précédent, et ça avait été la réponse du précédent analyste. Ce pourquoi ils avaient changé d'analyste. Parce qu'eux, ils étaient persuadés qu'ils avaient effectivement été abusés. Et s'ils ont effectivement été abusés, s'ils en sont persuadés, il n'y a aucune raison de les en dissuader en disant « Ah, mon pauvre ami, ce n'est que du fantasme ». On peut approfondir la chose, on peut en discuter pendant des années, c'est ça une analyse. Est-ce qu'on va arriver à établir les faits? On n'en sait rien, j'y arrive pas pour moi. Par contre, dans le mouvement de parole que cela implique, il y a un sujet qui se construit. Parce qu'il est indéniable que dans tout ce mouvement de parole, il a parlé. Et il s'est construit comme sujet. Sur des fantasmes ou des réalités, on n'en sait rien, mais en tout cas, sur des éléments qui sont dans la mémoire et qui le construisaient comme sujet sans qu'il le sache. Sans que je le sache pour moi-même. Vous vous rendez compte, jusqu'à l'âge de 58-59 ans, j'ai jamais eu la moindre idée de tout ça. J'avais l'idée des fantasmes incestueux avec ma mère, mais pas avec mes frères. D'autant que la tonalité n'est pas du tout la même. De ma mère, j'aurais bien aimé être aimé. Elle n'avait pas l'air de s'intéresser beaucoup à moi. Quand je suis né, comme par hasard, elle a eu un abcès au sein. Elle était très malade, elle avait la fièvre, elle avait le sein noir, comme elle disait. Donc du coup, elle n'a pas pu s'occuper de moi. Donc pendant, je ne sais plus combien de temps, j'ai oublié, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, je ne sais plus. Ce sont d'autres qui se sont occupés de moi. Et ensuite, j'ai bien des souvenirs de mon enfance où je passe mon temps à attendre qu'elles veulent bien prêter attention à moi, jouer avec moi. Je me rappelle l'attendre pendant des heures avec mes jouets que j'avais installés, tout pour faire un jeu avec ma mère. Elle passait, elle repassait. Tu viens jouer tout à l'heure, tout à l'heure. Et quand elle venait, finalement, parfois elle venait, c'était rare. Elle jouait 5 minutes, puis elle s'en allait. J'ai pas l'impression d'avoir été par ma mère. Ça suppose des désirs de ma part. Des désirs dont je ne savais pas qu'ils pouvaient être incestueux, mais qui ont pu se greffer sur les lavements qu'elle m'a donnés, parce que là, elle s'occupait de moi pour une fois. Donc ça faisait très mal, c'est le souvenir que j'en ai. Elle se foutait complètement de mon consentement, ni de m'expliquer quoi que ce soit, ça je m'en souviens très bien. Mais au moins, elle s'occupait un peu de moi. Et donc j'ai pu le prendre pour un acte sexuel, un inceste réalisé, où j'y perdais beaucoup, j'y perdais ma position masculine. C'était en position féminine, mais c'était mieux que rien. Vous voyez pourquoi ça peut être effectivement très difficile de parler de ses rêves. Surtout pour un mec, je dis surtout pour un mec, j'en sais rien, du point de vue d'une femme. Du point de vue d'un mec, perdre son zizi, c'est un truc assez dur à avaler. Donc il faut en avoir parlé vraiment pendant des années et des années pour le rendre non pas insignifiant, mais moins douloureux. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Ça devient moins douloureux. Non pas parce qu'on a élucidé la chose du point de vue de la signification, mais parce que j'en ai parlé beaucoup. Et donc je suis devenu sujet. C'est-à-dire, je ne me fie plus à ce que Freud disait, c'est tout du fantasme, mes collègues, puisque après tout ils ont repris l'opinion de Freud. Je me fie à ma propre opinion, ce qui me permet
de laisser aux analysants le soin de se fabriquer leur propre opinion. C'est déjà énorme. Alors, pour ma mère, j'ai ce souvenir dont j'y ai collé une signification sexuelle, ça ne fait pas de doute. Un inceste réalisé avec ma mère qui me met en position féminine. Que ça a été une idée d'inceste chez elle, ben j'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, puis elle est morte d'abord. Et oui, c'est vraisemblable. Mais comme d'habitude, la seule chose que je dis, c'est je ne sais pas ce qui est dans la tête des autres. Je m'occupe de ce qui est dans la mienne. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et puis ça m'évite d'avoir à sortir l'argument princeps qui permet de se défendre contre l'inconscient. C'est pas moi, c'est l'autre. Les désirs d'inceste, c'est toujours l'autre, soi-même. Par contre, avec mes frères, c'est très différent. Parce que mes frères étaient 11 ans, ils étaient jumeaux, 11 ans plus âgés que moi. Et ils étaient donc jaloux, ils ont été jaloux de mon arrivée. Hein, comme tous les grands frères, ça n'a rien d'exceptionnel. Et donc, et ça je m'en souviens, ils m'ont fait des crasses toute ma vie. Hein, pas seulement quand j'étais petit, mais après, même quand j'étais devenu adulte, et ça n'a pas arrêté. Hein, au point que j'ai coupé les ponts avec mon dernier frère resté vivant il y a un certain nombre d'années. Bon, il est mort il n'y a pas tellement longtemps. Je voulais plus le voir parce que j'en avais marre de me faire enculer psychiquement. Hein. C'est comme ça qu'on dit, c'est dans l'expression, hein, quand on se fait avoir, quand on est maltraité, on dit je me suis fait enculer. Ce n'est peut-être donc une métaphore. Mes rêves, cette façon de faire. Mon rêve où je suis dans la voiture, dans la neige, n'est peut-être qu'une façon métaphorique de se rattraper de cette métaphore que tout le monde emploie. Mais je n'en sais rien. Peut-être qu'après tout, dans les crasses qu'ils m'ont faites quand j'étais tout petit, ils m'ont effectivement enculé. Qu'est-ce que j'en sais pour l'instant? Rien. Mais ça ne m'a pas empêché de devenir sujet, encore une fois, parce que j'en ai parlé. Donc déjà, entre Freud et moi, nous avons ce sentiment qu'il existe dans le fond de l'inconscient ce sentiment incestueux. Le seul doute consiste en y a-t-il eu réalisation d'un inceste ou pas? Et là, certainement, je crois qu'il faut interroger l'incroyable diversité humaine. Il y a peut-être eu, il n'y a peut-être pas eu, pour certains, il y a eu, pour d'autres pas. Pour certains, il y a eu sous forme métaphorique, comme pour moi avec ma mère. Pour d'autres, ça a peut-être vraiment été un abus sexuel. Mais en tout cas, le fantasme, lui, il est là tout le temps. Ça semble clair. Et encore une fois, si quelqu'un vient raconter son rêve en disant ben moi je trouve autre chose, eh bien allons-y, racontez votre rêve et discutons-en, parce que ce n'est qu'en travaillant la matière de l'inconscient que nous avons quelques raisons sérieuses de discuter. Si c'est seulement sur des opinions ou sur des châteaux en Espagne intellectuels, ça vaut même pas la peine d'en parler. Donc, voilà en quoi finalement les objections à la psychanalyse ou les objections à ce qu'on trouve dans l'inconscient peuvent finalement être des moteurs pour aller plus loin dans la découverte de l'inconscient. Donc voilà.